Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver toujours en si grand nombre. Avec l'implantation de la loi 25, vous vous demandez comment bien gérer le consentement et les cookies sur votre site web. Alors aujourd'hui, c'est Augustin Delporte, spécialiste marketing web, qui va vous guider pour bien réussir cette transition, notamment avec l'usage du mode consentement de Google. Bonjour Augustin. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors Augustin, tu es consultant SEO, SEA et Analytics, ainsi que formateur agréé. Tu es un expert en Google Tag Manager, certifié Google Analytics et Google Ads. Tu maîtrises tous les aspects techniques du marketing web et du commerce électronique. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Augustin qui va vous dévoiler comment bien gérer le consentement et les cookies sur votre site web. Merci Isabelle. Donc bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui effectivement on va parler de la question du consentement et de la gestion des cookies. Donc merci de prendre part à cette petite conférence. Le but c'est de vous donner une vue rapide des enjeux liés à cette question-là et puis comment la gérer. Et puis vous verrez qu'on aura quelques petites pistes intéressantes. Bon, je me présente rapidement. Donc Isabelle a déjà parlé, donc je m'appelle Augustin Delporte, je donne des formations chez Isarta. Je vais vous en parler de quelques-unes en introduction. J'ai plus de 10 ans d'expérience en SEO et SEA, en Analytics, je suis certifié, oui Analytics notamment, et voilà. Bon, oui, j'ai un chien saucisse miniature que j'adore, que vous voyez à gauche, et il y a ma femme aussi qui donne également des formations chez Isarta. Concernant les formations, n'hésitez pas à aller les voir puisque il y en a deux en particulier qui sont vraiment en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. On donne des formations chez Isarta liées à Google Analytics 4. On a une formation introduction, une perfectionnement. Alors, je vais mettre à jour celle de perfectionnement pour traiter la question du consentement. Donc, la prochaine traitera cette question-là, puisque dans l'outil, il y a un certain nombre de points par rapport à ça. Et puis, il y en a une autre formation qui est en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est la solution plus ou moins idéale pour gérer le consentement avec le mode consentement de Google qu'on verra plus tard. Donc, il y a deux formations. Ça sera la formation avancée de Google Tag Manager qui va traiter ce point-là. Pour les personnes qui n'ont jamais touché à Tag Manager, par contre, je vous conseille vraiment de suivre celle des bases aussi parce que c'est un outil quand même assez relativement complexe à utiliser quand on ne le connaît pas. Il est très logique, mais voilà, il faut connaître les bases. Et puis, on offre également des formations Google Ads introduction avancée, mieux analyser les données issues de Google Analytics 4, bâtir une stratégie e-commerce. Voilà. On a également une formation Looker Studio en passant qui est sur demande seulement. Voilà, donc regardons un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec la loi 25. Alors en préambule, je dois vous avertir d'une chose, je ne suis pas un spécialiste, un juriste, je ne suis pas spécialisé dans la question légale en tant que telle. D'accord, donc je ne vous donnerai pas des conseils sur comment être conforme à 100%. Si vous voulez vraiment vous assurer d'être conforme avec la loi, bien entendu, je vous conseille d'aller voir un spécialiste, un juriste, puisque c'est un juriste a priori spécialisé dans le web qui devrait avoir les meilleures réponses par rapport à ça. Bien entendu, la loi elle est disponible en ligne, hein, vous pouvez la chercher. Vous allez voir, j'ai mis quelques références dans le document. Donc vous pouvez faire des recherches de votre côté, mais évidemment, il y a une question d'interprétation. Je vous parlerai d'une anecdote que j'ai partagée qui est récente. Voilà. Donc dans mon cas, je ne me lancerai pas dans l'interprétation de la loi puisque c'est pas ma spécialité. Cependant, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'aspects qui sont à prendre en considération. Donc justement, qu'est-ce que c'est que la loi 25 ? Ça, je peux vous le dire. Donc la loi 25, c'est une réglementation québécoise. Vous en avez forcément entendu parler puisque c'est un sujet vraiment brûlant en 2023. Augustin, je t'entends plus. Augustin ? Ouais. Augustin, est-ce que tu m'entends ? Augustin, je ne t'entends plus.
On t'a perdu à partir du moment où tu as expliqué un peu la loi 25, on t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Ça fonctionne? t'entend. Ok, Oui. je suis désolé, je sais pas si c'est passé, mes écouteurs ont lâché en cours de route. Bref, donc je vous expliquais qu'est-ce que était la loi 25. Donc la loi 25, c'est une réglementation québécoise, donc ça ne concerne pas l'ensemble du Canada. Comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialisé en la matière, mais des discussions que j'ai eues avec des spécialistes, il y a visiblement une loi fédérale qui est en cours de conceptualisation, donc il y aura probablement quelque chose qui sera créé au niveau canadien dans les années à venir. Et cette loi donc modifie le volet protection des renseignements personnels de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et quelque chose de similaire pour le secteur privé. Elle est partiellement rentrée en vigueur en septembre 2023 et elle va rentrer complètement en vigueur en 2024. Je vous ai mis en lien 3 références en bas. Il y a une checklist qui a été fournie par le barreau du Québec. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut être intéressant potentiellement. Il y a un article issu de québec.ca aussi. Et il y a un autre article qui est issu, je crois, d'un organisme québécois. Donc vous pouvez aller voir ces liens-là, puisque ils vous donneront un petit peu plus d'indications sur ce que c'est, qu'est-ce que ça implique. Mais on va voir ensemble quelques points importants. Donc les points importants, c'est ça. Quels sont les points clés concernant le consentement? Le consentement, donc on va se concentrer davantage sur le consentement, hein, je vous le dis déjà, mais vous allez voir, je vais parler un tout petit peu des autres volets. Mais concernant le consentement spécifiquement, ce que dit la loi, c'est qu'il doit être libre, éclairé et spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent pouvoir prendre une décision qui est comprise et qui est suffisamment spécifique pour que les gens puissent faire un choix réel, en fait, pas forcé. Je vous le dis parce que tout le monde a déjà dû voir des pop-up de consentement ou des bannières de consentement qui nous obligeaient plus ou moins à accepter, par exemple. Ça arrive assez couramment, j'en vois de moins en moins parce que c'est extrêmement illégal de nos jours, mais j'en ai déjà vu où en gros on dit par exemple si vous continuez votre navigation, bah vous acceptez. Ça c'est pas légal avec la loi 25. Ça doit être également délibéré et affirmatif, c'est en lien avec ce que je viens de dire. On peut pas faire en sorte qu'on dit si vous ne faites rien, vous avez accepté. Ça, c'est complètement, ça va pas avec la loi 25. La loi 25 dit clairement que les gens doivent délibérément dire qu'ils acceptent. Ok? Et enfin, ça doit être révocable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, je suis passé du point 2 au point 4. C'est un petit détail. Mais il n'y a pas de point 3, je vous rassure. Donc, c'est révocable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens devraient pouvoir changer d'avis à tout moment par rapport au consentement. C'est-à-dire retirer leur consentement à un moment donné s'ils le souhaitent ou le donner après ne pas l'avoir donné au début. Et ils peuvent pouvoir changer d'avis quand ils le souhaitent. Donc, le consentement doit être donné avant de collecter des données personnelles. Alors, je vais vous parler après d'une anecdote que j'ai eue récemment, mais c'est un point important. Avant de parler un petit peu plus du consentement, donc, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres volets qui ne concernent pas la question du consentement. Je vous en donne un petit aperçu parce que ça va un petit peu au-delà du sujet de cette micro-conférence d'aujourd'hui. Mais la loi implique de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger les données privées des utilisateurs. Ça concerne pas vraiment Google Analytics parce que les données analytics sont sauvegardées sur des serveurs de Google, de une, à moins que vous les exportiez ailleurs, hein, ce qui est possible. Et de deux, elles sont anonymisées. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'enjeu vraiment par rapport à ça. La question des mesures de sécurité adéquates pour la conservation des données. Cependant, si vous avez un CRM, si vous avez des systèmes qui préservent des données privées par rapport aux utilisateurs, des dates de naissance, des adresses, etc., là, il en va de votre responsabilité de les sécuriser, qu'il n'y ait pas de risque de fuite ou de perte ou des choses comme ça. Donc ça, vous voyez, ça va au-delà de la question du consentement. Un autre élément qui est listé dans la loi, vous devez limiter la collecte de données aux informations nécessaires. Et en passant quand vous donnez le consentement, vous devriez normalement indiquer clairement à quoi ça sert, les différents éléments que vous utilisez pour collecter des données privées. Et si vous collectez des choses qui sont pas vraiment nécessaires, la loi dit que ça devrait pas être le cas. Donc normalement, vous devriez pas faire ça. Voilà. Donc ça, c'est les points principaux. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la question du consentement
parce que c'est celle qui concerne tout le monde à l'horizon de maintenant en fait, puisque on est censé maintenant en 2024, et c'était déjà le cas en fin 2023, demander aux visiteurs sur un site leur consentement avant de commencer à collecter les données. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous devriez demander le consentement des utilisateurs avant d'utiliser des témoins, donc des cookies, ou autres, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent être utilisés pour collecter ou stocker des données venant de l'utilisateur, visant à collecter les données et récupérer ces données. Donc je vous ai dit que je parlerai d'une petite anecdote. J'ai eu un micro-conflit la semaine passée avec un spécialiste d'une agence qui m'expliquait en fait que Google Analytics n'était pas concerné par ça. Pourquoi ? Parce que il m'a sorti des extraits de la loi qui disaient que ça concerne les données privées des utilisateurs. Or, les données qui sont disponibles dans Google Analytics sont anonymisées. On n'est pas censé avoir de données privées des utilisateurs. Sauf que c'est une lecture extrêmement haut niveau de la loi. Pourquoi ? Parce que il suffit pas simplement d'avoir accès à des données privées. Si on en utilise et on en collecte à des fins de statistiques, par exemple, donc Analytics le fait en passant. Analytics va stocker les adresses IP. Analytics va stocker des identifiants qui se rattachent à un utilisateur, comme par exemple un identifiant publicitaire ou tout simplement ce qu'on appelle le Client ID. Le Client ID, c'est un identifiant qui est stocké dans le cookie qui permet de reconnaître la personne. Cet identifiant, c'est considéré comme une donnée privée. On l'a pas nécessairement dans les analyses, on peut l'avoir dans certains cas, dans les analyses, par exemple dans BigQuery, si on exporte les données. Mais ça fait pas. Donc je vous l'ai dit, dans Analytics, on a des données privées. On n'a pas de données privées, pardon. Mais Analytics, pour fonctionner, a besoin de données privées. Donc le fait qu'on fasse ça, qu'on mette en place ce système-là, ce qui est le fonctionnement initial de Google Analytics, mais ça fait qu'on doit demander le consentement des gens avant de collecter des données avec cet outil. Ok ? Donc j'ai eu un conflit parce que ce monsieur m'expliquait que vu que Google Analytics avait des données anonymisées qui ne permettaient pas d'accéder à des données privées des utilisateurs, Google Analytics n'était pas concerné par la loi 25. Encore une fois, c'est une lecture. C'est pour ça que je vous dis, je ne me lancerai pas dans des interprétations de la loi parce que ça va au-delà de mon expertise. Mais moi, j'ai dit à ma cliente, parce que c'était l'agence de ma cliente, je lui ai dit, écoute, je ne répondrai même pas par rapport à ça parce que c'est pas mon expertise. Mais j'ai jamais vu une interprétation de la loi de cette manière. Donc je vous le dis, faites attention parce que ça peut être plus subtil qu'on le pense. Il faut faire attention. Faut faire attention vraiment à ce que vous faites par rapport à ça. Donc Google Analytics et tout autre outil de mesure sont concernés lorsqu'ils vont utiliser des renseignements personnels pour fonctionner, en fait, tout simplement, ou qu'ils en collectent aussi. Par exemple, un CRM va en collecter. Si vous demandez, par exemple, quand les gens créent un compte, encore une fois, d'avoir de laisser des informations privées, vous êtes concerné par la loi 25, pas nécessairement par rapport au consentement, mais vous avez vu, il y a des enjeux au niveau de la conservation des données, etc., etc. Donc, Google Analytics et toutes les autres solutions de Google qui utilisent la balise Google, donc par exemple Google Ads, par exemple, utilisent des données privées pour fonctionner, comme des identifiants qui sont rattachés à un utilisateur, comme je l'ai dit. Donc, pour ces cas-là, il faut, encore une fois, demander le consentement des gens avant de les suivre, tout simplement. Voilà. Donc oui, une petite note en passant, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais Google Analytics requiert, même la version 4, requiert par défaut l'usage des cookies pour fonctionner. Il y a quelques petits alinéas par rapport à ça, des petits bémols. L'outil peut envoyer des données quand les gens ne donnent pas leur consentement sans utiliser de cookies, mais c'est ce qu'on appelle de la modélisation de données, de l'agrégation de données. Mais par défaut, Google Analytics requiert des cookies. Et un autre mythe que beaucoup de gens croient, Google Analytics n'utilise pas de cookies tierce partie. Okay, les cookies que Google Analytics va utiliser sont première partie, donc sont stockés sur votre domaine, sont associés à votre site internet.
Donc, je sais pas si vous avez entendu tous les débats qu'il y a par rapport aux cookies, le fait que les cookies sont en train de disparaître, les témoins dans votre navigateur sont en train d'être combattus par les navigateurs. Par exemple, Safari, Firefox, Brave, etc. Font expirer beaucoup plus ces cookies, etc., etc. Donc, c'est un enjeu par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, gardez ça en tête parce que Google Analytics est moins concerné par l'agressivité de certains navigateurs par rapport aux cookies, bien que les cookies première partie sont également concernés en passant, mais c'est les tierces parties qui sont les plus impactées par les différents dispositifs qui sont actuellement utilisés. Alors, quels sont les défis par rapport à ça? Donc, je pense que vous les voyez venir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous devez les connaître. Mais le premier enjeu, évidemment, c'est la perte de données. Puisque votre public peut à présent refuser d'être suivi, vous allez perdre des données. Okay, ça signifie que Google Analytics ne vous permettra pas d'avoir des données sur l'entièreté de votre trafic. Et vous allez perdre des données très importantes pour vous, comme par exemple les conversions. Si vous voulez voir par exemple le nombre de personnes qui ont envoyé des formulaires ou qui ont acheté sur votre site ou des choses comme ça, Google Analytics, là, à présent, à cause de la question du consentement, va perdre une portion de ces données-là. Comme je vous l'ai dit en préambule, et c'est pas vraiment le sujet, on en reparlera un petit peu après, Google Analytics 4 a été pensé pour ça. On va voir que Google a développé une solution pour justement être capable qu'il y ait une communication entre nos plateformes de gestion de consentement et Google Analytics. Et en plus, l'outil est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de combler les données perdues. Mais ça, c'est le premier enjeu. Okay, c'est vraiment le premier enjeu. Et ça a un impact beaucoup plus profond qu'on le pense parce que, par exemple, si vous faites de la publicité avec Google Ads ou d'autres plateformes comme par exemple Facebook Ads, etc., vous avez peut-être vu vos audiences chuter en volume ou baisser en volume. Pourquoi? Parce que ces audiences-là sont impactées par la question du consentement aussi. Il y a d'autres outils de publicitaire et de marketing, évidemment, qui sont impactés par ça. Donc, la perte de données, c'est le premier défi. Le deuxième défi, et c'est le sujet le plus central dans le cadre de cette conversation aujourd'hui, le second défi, c'est les défis techniques. Et ça, c'est vraiment un gros enjeu, je vous le cache pas. Je lisais un article, je crois, qui était publié dans la presse il y a quelques semaines, qui disait que visiblement 90%, je crois, des entreprises au Québec ne sont pas conformes avec la loi 25. C'est lié au fait que la loi 25, c'est vraiment bien pour le consommateur et l'utilisateur, mais les entreprises ont du mal à y faire face. Pourquoi? Parce que de une, elles n'ont pas nécessairement la connaissance par rapport à ça. Et puis, le défi technique de mettre ça en place, c'est pas évident. C'est pas évident. Et on va parler aujourd'hui surtout de la question du consentement. La question de la collecte du consentement et de la gestion du consentement, c'est selon moi pas la partie la plus compliquée. Mais pour les entreprises qui ont, encore une fois, des enjeux par rapport à différents systèmes, par exemple les infolettres, ou un CRM ou des enjeux comme ça, c'est beaucoup plus vaste cette loi-là. Comme je vous l'ai dit, ça va au-delà de la question du consentement. Donc il y a un défi technique et il y a un défi de gestion de tout ça. Les entreprises, les petites entreprises tout particulièrement, n'ont pas nécessairement l'expertise, le temps, les moyens de gérer ces choses-là, malheureusement. Donc ça, c'est le deuxième défi. On va regarder ensemble aujourd'hui la question du consentement, au moins pour voir quelles sont les solutions qui se proposent à nous. Le troisième impact, et c'est très lié au second point, c'est l'impact sur l'expérience utilisateur. Évidemment, en web, on sait que le moindre petit grain de sable dans l'expérience utilisateur peut avoir un impact sur, par exemple, nos conversions ou juste la navigation. Il y a des gens qui se frustrent très vite. Sur le web, les gens sont extrêmement volatiles et se frustrent très vite. Donc, on veut généralement, si on veut une expérience optimale qui nous amène qui pousse vraiment les gens à convertir et à faire ce qu'on attendait d'eux sur le site, on veut généralement qu'il y ait le moins de grains de sable et le moins d'inconvénients. Donc, évidemment, il faut que tout ce processus d'obtention du consentement et les autres processus potentiels qui sont liés à la loi 25 ait pas trop d'impact sur l'expérience utilisateur, évidemment. Donc, on veut que ça fonctionne bien, que ça soit simple, que les gens soient pas frustrés et que ça les pousse pas à partir. Moi, ça m'est déjà arrivé, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, ça m'est déjà arrivé de quitter des sites internet parce que ils avaient des trucs très agressifs sur la question du consentement.
Vous l'entendez à mon accent, je suis d'origine française, donc je passe beaucoup de temps en Europe. Et en Europe, ça fait des années qu'on a la question de la demande de consentement, parce qu'en Europe, on a la loi RGPD qui demande depuis des années cet aspect-là. Et il y a en Europe des entreprises plus ou moins honnêtes. Et il y en a qui sont très très malhonnêtes, je trouve, qui ont des pop-up où il faut cliquer genre 4 fois pour enfin obtenir de pouvoir naviguer sans qu'on me suive, par exemple, si je souhaite pas être suivi. Par contre, accepter, généralement, c'est très simple. Donc ça peut avoir un impact sur l'expérience utilisateur. Moi, j'ai déjà quitté des sites internet où clairement, je voyais qu'ils voulaient vraiment me suivre. Et j'avais pas nécessairement une grande confiance en ces sites-là, parce qu'il y a des sites où on sent que ils pourraient faire des choses pas nécessairement très bonnes avec les données. Et si j'arrive vraiment pas à rejeter le consentement, bah je quitte le site. Donc voilà, faites attention à ça. Il faut que l'expérience soit agréable, pas trop complexe, et qu'elle soit claire aussi. Vous vous rappelez, dans la loi, la loi est assez claire sur cet aspect que l'utilisateur devrait pouvoir gérer cet aspect-là simplement, avec transparence, etc., etc. Donc, j'ai développé un peu chaque point, mais on va revoir, mais j'ai déjà pas mal parlé, je pense. Mais pour la perte de données, donc ça, vous n'y couperez pas, c'est-à-dire que vous aurez forcément de la perte de données avec la question du consentement, même avec de la modélisation de données, etc. La modélisation de données, c'est bien, mais ça vaut pas une collecte complète, puisque on reparlera par la suite de la question de la modélisation. Mais quand GA4 fait de la modélisation, c'est l'extrapolation basée sur des signaux, en fait. Google appelle ça des pings. Donc, ça veut dire que Google envoie des données vraiment minimales quand les gens n'ont pas donné leur consentement et extrapole sur la base de ces signaux. Donc, c'est pas aussi fidèle, aussi précis qu'une collecte complète donnerait, par exemple. Donc, ce que je mentionne ici aussi, c'est que cependant, si vous soignez et optimisez le processus de demande de consentement, votre taux de refus pourrait être fortement amoindri. Moi, je l'ai déjà vu avec certains clients. Alors, le but, c'est pas de tricher nécessairement, mais c'est d'expliquer vraiment pourquoi vous collectez les données, d'être vraiment clair sur ces aspects-là et de pousser peut-être les utilisateurs plus à choisir ce qu'ils veulent pas. Refuser complètement ou accepter complètement, parfois, c'est pas nécessairement très positif pour la collecte de données. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec ça, mais n'essayez pas trop tricher. Mais vous pouvez optimiser cet aspect-là. Moi, j'ai déjà vu des clients qui avaient un taux de refus très élevé et puis ils ont joué un petit peu avec leurs messages, avec leurs bannières, etc. pour que ce soit un petit peu plus granulaire, le contrôle, et le taux de refus est vraiment baissé. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Encore une fois, ne trichez pas, par contre. Je vous dis pas de tricher, évidemment. On verra par la suite d'autres aspects que je vous ai déjà mentionnés. Pour les défis techniques, on en parlera un petit peu plus tard, mais donc le consentement de Google, c'est une solution que Google a, le mode consentement que Google a développé. Mais vous avez deux options en gros par rapport à la question de la demande du consentement et de la gestion du consentement, c'est développer votre propre solution. Qui est en gros une bannière que vous avez développée, qui fonctionne potentiellement avec des cookies, etc., et qui stocke l'information, qui se souvient de ce que la personne a décidé, etc., etc. C'est rarement idéal parce qu'il faut développer ça, et généralement ça va avoir un coût assez, enfin, ça dépend si vous êtes développeur et que vous avez une facilité de développer, peut-être que vous pouvez faire vous-même la solution. Mais l'option généralement que les gens vont le plus, qui vont aller le plus, vers laquelle les gens vont le plus aller, c'est ce qu'on appelle une plateforme de gestion de consentement. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est ce qu'on appelle CMP en anglais, c'est Content Management Platform, qui vous offre l'avantage d'avoir, en fait, d'être une solution clé en main. C'est-à-dire que c'est une solution que vous installez sur votre site et qui comprend une bannière et qui gère ce qui est déclenché, ce qui est pas déclenché, dépendamment de ce que la personne a accepté, et qui offre généralement une granularité, c'est-à-dire par exemple que les gens peuvent refuser ce qui est marketing, ce qui est publicitaire, mais doivent accepter par exemple ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du site, etc., etc. Donc il y a des solutions qui sont proposées sur le marché. Vous vous en doutez, avec la loi 25 et les lois européennes, il y a eu un vrai marché qui a explosé par rapport à ça. Il y a beaucoup de solutions maintenant qui existent sur le marché par rapport à ça. Je vais vous donner quelques exemples par la suite. Et je vous montrerai, si on a le temps, un exemple aussi de solution. Donc les CMP, pourquoi c'est la solution idéale généralement? Parce que ça ne requiert pas nécessairement de développement. Vous allez devoir normalement installer une balise, mais ça peut se faire via Tag Manager la plupart du temps. Je vous montrerai un exemple si on a le temps.
Elles permettent généralement de scanner et trouver les cookies qui sont utilisés sur votre site. Donc ça veut dire que vous n'avez pas vous-même à faire une analyse sur qu'est-ce qui est à bloquer, quel type de cookies c'est, etc. Les outils vont automatiquement détecter. Alors, je vous cache pas que ça marche plus ou moins bien suivant la solution que vous choisissez, mais ça peut faire ce travail automatiquement, ce qui est quand même très avantageux aussi. Le troisième point, elles offrent souvent des options de personnalisation. Parce que ça, c'est un point qui pourrait être un petit peu négatif par rapport au CMP, c'est que contrairement à développer notre propre bannière, c'est qu'évidemment, on peut pas nécessairement tout personnaliser comme on le souhaite. Et en passant, j'ai eu des discussions avec des spécialistes dans l'industrie et ils me disaient qu'une bannière qui est personnalisée, qui est un peu drôle ou qui explique vraiment qu'est-ce que vous faites avec les données sera beaucoup plus à même à obtenir un consentement versus une bannière qui est vraiment standard et très simple et qui explique pas vraiment les choses et où les gens vont peut-être être moins confiants et refuser. Donc ça a un impact, la personnalisation et encore une fois l'expérience utilisateur. Elles peuvent évoluer avec les exigences de Google. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai mis par exemple, désolé, j'ai pas fini ma phrase, mais par exemple, non, en fait, excusez-moi, je disais par exemple parce qu'il n'y a pas que Google dans le monde, hein, il y a d'autres aspects, ça peut être la loi aussi, mais ces solutions-là, les CMP sont censés faire évoluer leurs solutions. Et un exemple, c'est par exemple le consentement, le mode consentement, on en parlera après. Le mode consentement que Google a développé, Google l'a mis à jour récemment, il y a quelques mois, avec la V2. Et avec la V2, Google a ajouté d'autres paramètres, d'autres informations par rapport au type de consentement que les gens pouvaient donner. Et c'est les CMP, les solutions ici, normalement, se sont mises à jour automatiquement. Certaines, ça demandait du paramétrage, mais d'autres, ça s'est automatiquement fait. Donc, c'est aussi un autre avantage. C'est le fait que ces solutions-là vont être à l'affût des différentes évolutions dans l'industrie et devraient normalement évoluer avec ça. Parce que, vous en doutez, c'est pas la fin de la question. Je vous ai mis un lien ici. Google a tissé des partenariats avec certaines CMP. J'ai aucune affiliation avec les CMP en passant. Je vous en parlais d'une en particulier parce que elle est gratuite pour les sites avec un volume de trafic assez faible. Tout est relatif par rapport à ça. C'est pour ça que j'en parle de cette solution. Elle s'appelle CookieYes. Elle est très utilisée au Québec. Encore une fois, je n'ai aucune affiliation. Moi, j'ai travaillé avec ça, Acceptio, qui est une solution française qui est très utilisée aussi au Québec. Parce que c'est des francophones notamment. Il y a également Cookiebot, etc. Il y a d'autres CMP. Si vous cliquez sur le lien, vous aurez une liste Google et c'est pas toutes les solutions en passant. Google a tissé des partenariats. Donc ça veut pas dire nécessairement que c'est les meilleures solutions, c'est juste que Google a vraiment travaillé avec ces solutions-là et s'est assuré qu'elles étaient en conformité avec le consentement, le mode consentement de Google qu'on verra après. Et puis je vous ai mentionné qu'il y en a certaines des gratuites. Par contre, attention, je vous cache pas que généralement c'est des solutions payantes et les versions gratuites ont des limitations. Par exemple, celle de CookieYes, elle est gratuite pour un certain nombre de pages vues par mois. Si vous passez au-dessus, faut payer. Et puis il y a certaines fonctionnalités qui sont pas disponibles dans la version gratuite également. L'impact sur l'expérience utilisateur, donc j'en ai déjà pas mal parlé, donc c'est lié à la solution technique que vous allez choisir. Cependant, l'interface utilisée va impacter votre perte de données, comme je vous l'ai dit. Si par exemple c'est quelque chose qui vraiment porte pas confiance ou qui est vraiment pas agréable à utiliser, comme quelque chose vraiment où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ça peut avoir un impact sur les gens qui quittent le site ou qui juste ne donnent pas leur consentement. Moi, j'ai déjà vu des gens qui disaient mais je veux savoir ce que les gens font avec cette donnée-là ou pourquoi ils collectent ça. Ce genre de choses. Si vous l'expliquez bien, si c'est bien fait, peut-être que vous aurez plus de chances d'avoir la confiance des gens. Si vous voulez respecter la loi 25, pensez bien à votre système, parce que vous avez vu, il y a des subtilités, et intégrez bien cet ajout avec votre site actuel, parce que j'ai très souvent vu des bannières qui, par exemple, ressemblent pas du tout au site, et on sent que c'est quelque chose qui a été ajouté un peu peut-être en urgence. Et l'expérience utilisateur s'en voit impactée quand c'est pas optimal par rapport à ça. Donc un conseil qu'il y a dans l'industrie, c'est vraiment essayer vraiment de créer quelque chose qui est intégré dans votre écosystème, qui est intégré à l'expérience utilisateur, qui est à vos couleurs, qui reflète bien votre marque, etc., qui est transparent, qui est facile à utiliser. Et voilà, ça devrait relativement bien fonctionner. Bon, on va parler maintenant du mode consentement de Google. J'en ai pas mal parlé sans rentrer dans les détails, c'est volontaire parce que on va en parler maintenant. Donc Google a développé le mode consentement en 2020, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est avec la loi 25 que tout ça est arrivé. C'est comme je vous l'ai dit,
Ça fait des années que ça existe, la question du consentement, la question de la gestion des cookies, etc., etc. Et ce qui a vraiment enclenché un besoin dans l'industrie, c'est la loi européenne, RGPD encore une fois, la réglementation européenne par rapport à ça, parce que ça concerne plus de 300 millions de personnes, je crois, dans l'Union européenne, et c'est un marché très important. Donc évidemment, Google a dû, et toutes les autres grandes entreprises ont dû s'adapter aux enjeux par rapport à ça. Donc le mode consentement a été développé en 2020, et 2020, c'est intéressant parce que ça coïncide avec la lancée de Google Analytics 4, la version 4 de Google Analytics, parce que la version 4 a été pensée aussi pour gérer cette question-là, et pour Google, c'est l'une des raisons pour laquelle Google a lancé Google Analytics 4, c'est que la version 4 est censée être beaucoup plus conforme avec les législations, comme par exemple la loi RGPD. Universal Analytics, la version 3, n'était plus du tout à jour pour faire face à ces enjeux-là. Donc Google a dû se mettre à jour. Et le mode consentement, c'est l'un des liens par rapport à ça, bien que ça concerne pas que Google Analytics. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut concerner Google Ads et toutes les autres plateformes de publicité de Google, Floodlight, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, le mode consentement, c'est une solution développée par Google qui fonctionne avec les plateformes de gestion de consentement, donc les fameux CMP, afin d'adapter votre collecte de données en fonction des autorisations accordées par chaque utilisateur lors de leur visite de votre site. Donc, le mode consentement utilise différents signaux pour ajuster dynamiquement le fonctionnement de vos solutions de suivi, telles que les balises Google. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à différents signaux? C'est qu'en fait, il y a plusieurs, ce que Google appelle des états, des paramètres d'état de consentement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs informations. Par exemple, est-ce que la personne a accepté qu'on collecte des données pour la personnalisation des publicités? C'est l'un des paramètres qui est pris en considération. Voilà, je vous montrerai des exemples plus tard si on a le temps. Donc, il y a plusieurs paramètres comme ça que Google peut dynamiquement, dépendamment du choix de l'utilisateur, collecter et adapter le suivi la collecte de données et ce qui est envoyé aux plateformes de collecte de données ou publicitaires, dépendamment de ce que la personne a choisi. Donc, si aucun consentement en matière de cookies n'est donné, dans certains cas, cette solution peut permettre à Google Analytics ou Google Ads d'utiliser une modélisation de données comportementales ou de conversion pour aider à compenser la perte de données. Donc, si vous voulez avoir de la modélisation de données, pour les conversions en particulier, il faut avoir le mode de consentement en place. Ça concerne pas par contre le comportement. GA4 est censé pouvoir faire de la modélisation de données par rapport au comportement sans le mode avec le mode de consentement, mais vous allez voir, il y a une petite subtilité par rapport à ça qu'on discutera après. Donc, je vous ai mis 2 liens en dessous. Un article que j'ai écrit tout en bas, consultez notre article à ce sujet, et puis en dessous la documentation de Google si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce que c'est. Donc, le mode consentement de Google, il y a 2 modes disponibles. Il y a un mode qui est dit basique. Ce mode-là, en fait, il utilise les témoins dont je parlais, les signaux, sauf que il bloque le déclenchement des balises. Donc, les balises, c'est par exemple votre balise Google Analytics ou la balise de Google Ads ou autre. Donc, il bloque vos balises quand les gens n'ont pas donné leur consentement pour les permissions qui sont nécessaires au fonctionnement d'un outil. Par exemple, la balise de Google Ads, disons qu'elle a besoin de la permission personnalisation des données, de la publicité utilisateur, et que la personne ne donne pas ce consentement, eh bien, ça va prévenir le déclenchement de cette balise-là. Okay. Tandis que, par exemple, imaginons que la personne a accepté la condition statistique, on va dire, j'en invente une là, et que cette condition est nécessaire pour Google Analytics 4, Google Analytics 4, lui, par contre, va fonctionner. Donc, vous voyez, il y a vraiment un aspect dynamique et très granulaire par rapport à la permission de l'utilisateur. Et donc, le mode basique, ça vise à déclencher ou pas déclencher, dépendamment des différentes permissions qui ont été données par l'utilisateur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être changé à tout moment par l'utilisateur, normalement, par rapport à votre solution. Bon, il y a également le mode avancé. Le mode avancé est intéressant parce que, alors en passant, le mode avancé ne fonctionne que avec des plateformes Google. Ça ne fonctionnera pas avec autre chose, tout particulièrement dans Google Tag Manager. Donc ce mode-là, il vise à quand même déclencher les balises Google, mais de collecter l'information
des types de permissions qui ont été acceptées par l'utilisateur. Et si c'est pas des permissions, si les permissions essentielles au fonctionnement de la balise qui a été envoyée par exemple Google Analytics 4 n'ont pas été données, eh bien Google va juste envoyer des données de base, comme je vous l'ai dit, complètement anonymisées, ce qu'on appelle des pings. Donc ça va être des données de base qui vont aider pour de la modélisation de données. Google fait la même chose pour Google Ads en passant. Donc c'est avec ce mode-là que vous aurez des données beaucoup plus détaillées avec la modélisation. Ça comprend les conversions. Le mode basique ne pourrait vous permettre d'obtenir que de la modélisation de données au niveau du comportement des utilisateurs. Bref, voilà. En passant, ce fonctionnement-là peut fonctionner avec d'autres choses que Google, des balises Google en passant. Hein. Ça peut être utilisé pour toute balise marketing a priori. Donc, un point assez intéressant, c'est que en fait, cette année, je ne sais pas si j'en reparle après. Non. Cette année, Google il y a eu beaucoup de changements cette année, puisque je vous l'ai dit, il y a eu le mode de consentement V2 qui a été lancé. Mais il y a également Google qui a annoncé cette année que le mode consentement allait être requis pour les annonceurs, donc les gens qui collectaient des données à des fins publicitaires, avec Google Analytics, avec Google Ads ou autre. Google disait il faut maintenant le mode consentement à partir de mars 2024, je crois, quand vous ciblez des gens dans la zone économique européenne. La zone économique européenne, c'est un petit peu plus que l'Union européenne. Je crois que ça inclut l'Angleterre, etc., etc. Donc ça a un impact très important parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui se sont retrouvées en urgence à devoir mettre en conformité leur solution de consentement pour qu'elles gèrent le mode consentement. Parce que le mode consentement, c'est pas nécessairement compatible avec votre CMP. Votre CMP doit gérer le mode de consentement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Voilà. Et il se pourrait, il y a des rumeurs, évidemment pas fondées pas 100% fondées parce que Google ne nous a pas donné d'indication claire par rapport à ça. Mais il se pourrait que, évidemment, ça touche le reste du monde aussi. Ça se pourrait que un jour ou l'autre, Google décide de requérir que les gens utilisent le mode consentement de Google pour pouvoir collecter des données à des fins de personnalisation des publicités, notamment pour faire du reciblage, pour avoir des informations sur votre audience, etc., etc. Voilà. Alors, vous voyez, ça ressemble à ça. Ça, c'est avec le mode de consentement V2. Donc, je vous disais, il y a plusieurs informations super granulaires sur le type de consentement que les gens ont donné. Donc, vous voyez à gauche, dans type, on a les différentes variables. Donc, par exemple, Ad Storage, Analytics Storage. Analytics Storage, c'est requis par GA4. Il faut que cette information soit donnée. Donc, c'est des informations qui sont collectées à des fins de statistiques purement. Ad Personalization, j'en ai déjà parlé. Je vous cache pas, je les connais pas par cœur, toutes celles-là. Mais voilà, donc on a différentes permissions qui sont reliées à différentes informations qui sont collectées. Et vous avez vu que par défaut, on voit à gauche, On Page Default était à Denied. Donc ça, c'est parce que par défaut, c'était refusé, parce que la personne n'a pas donné son consentement. Et on voit à droite que On Page Update, Granted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a accepté, à un moment ou à un autre, d'être suivie, et c'est passé à Granted. Et là, la personne a tout accepté. Mais l'utilisateur aurait pu accepter seulement certaines conditions. Donc, par exemple, seulement Ad Storage, la première ligne, et les autres auraient été à Denied. Donc, ça sert à ça. Ça sert à dynamiquement rétracter ou donner son consentement de manière granulaire. En passant une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai déjà vu des systèmes de consentement, donc des CMP, qui, dans la bannière, avaient seulement un choix d'accepter tout, refuser tout. Et l'utilisateur ne pouvait pas dire, par exemple, je refuse la publicité, je refuse ça, ou j'accepte ça, ou j'accepte ça. Et l'outil faisait soit denied tout, soit granted tout. Donc ça dépend de votre bannière. Je dis pas que la bannière doit forcément refléter ce genre de choses. C'est à vous de voir et ça dépend de votre CMP évidemment. Mais vous avez cette possibilité, vous avez cette option-là si vous le souhaitez. Et ça dépend de votre CMP aussi, encore une fois. Donc comment l'implémenter, cet aspect-là? Donc la voie royale, c'est avec Google Tag Manager. Qu'est-ce que veut dire par la voie royale? C'est que c'est recommandé. C'est vraiment beaucoup plus efficace et ça a été pensé vraiment pour ça. On regardera ça un exemple un petit peu plus tard. Et en passant, c'est couvert dans la formation Google Tag Manager avancée, cet aspect-là. Donc, en fait, Tag Manager, qui s'appelle aussi GTM, permet de gérer les déclencheurs de chaque balise sur la base du consentement accordé par l'utilisateur. Et donc, au niveau de chaque balise que vous avez intégrée dans Tag Manager, vous êtes capable de gérer quand est-ce que c'est déclenché, quand est-ce que c'est pas déclenché, est-ce que vous utilisez le mode avancé, est-ce que vous utilisez le mode basique consentement.
Il est aussi possible de préciser des conditions spécifiques pour chaque balise et d'utiliser le mode de base ou avancé du mode consentement, donc comme je vous l'ai dit. Donc par exemple à gauche, là on voit que la balise Google, vous voyez ici j'ai dit, donc vous voyez built-in consent checks, ça dit toutes ces permissions-là doivent être données. Si elles ne sont pas données, ça ne se déclenchera pas. C'est ça que ça veut dire ici. Voilà. Et en dessous on a additional consent checks. On peut soit dire ignorer, soit no additional consent required, donc on n'inclura pas d'autres permissions, ou en dessous, require additional consent, on peut ajouter d'autres paramètres si on le souhaite. Par exemple, dire il faut que la personne ait accepté tel paramètre en plus des 4 qui sont listés en haut. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Google Analytics 4 intègre à présent des indications quant à l'usage du mode consentement et votre conformité avec celui-ci, le mode consentement de Google en passant. Donc, Google Analytics 4 maintenant vous dit si vous l'avez implémenté ou pas et si c'est fonctionnel en gros. Vous avez maintenant une indication, ça a été rajouté par Google il y a quelques semaines seulement. Voilà, donc Isabelle, est-ce que je peux partager mon écran, hein, je pense. Donc, il nous reste 2 ou 3 minutes, je peux vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, tu peux partager. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les prendrai aussi rapidement. Donc, ça, c'est le CMP dont je vous parlais, c'est CookieYes. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune affiliation avec cette solution. Je ne suis pas rémunéré ou quoi que ce soit. Je l'utilise sur l'un de mes sites en test. La raison pour laquelle je la recommande à certains de mes clients, c'est que elle est gratuite pour les sites qui ont moins de 25 000 pages vues. Vous voyez ici. D'ailleurs, il y a un problème sur mon site actuellement. Je crois que je l'avais désactivé. Donc, ça nous permet de voir ici est-ce que c'est actif ou pas. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit le nombre de cookies ici qui sont sur le site et on peut les gérer ici. Donc, Cookie Manager. Donc, l'outil va scanner et trouver les différents cookies et les catégoriser par section. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est analytics? Est-ce que c'est performance, publicité, etc., etc. On peut aussi gérer notre bannière. C'est ça que j'aime bien avec les CMP, c'est que ça gère aussi bien l'affichage que ce qu'il y a derrière. Vous voyez ici, ma bannière ressemble à ça. D'ailleurs, il me semble que je l'avais personnalisé. Ça ne ressemblait pas à ça, il me semble. Et bon, bref. Dans Consent Log, vous pouvez voir tout. À chaque fois que quelqu'un a accepté ou refusé, vous allez le voir. Donc là, on voit tel utilisateur. Là, il y a un Consent ID par interaction, je supposerais. Je crois pas que c'est lié à l'utilisateur. Est-ce que la personne a accepté ou refusé? Et d'ailleurs, en passant dans le dashboard, vous devriez avoir des statistiques. J'en ai pas actuellement parce que il y a un problème avec ma solution. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer dans Tag Manager. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans Tag Manager. Puis, on va finir avec ça. Puis, si vous avez des questions, je vous écoute. Donc, dans Tag Manager, ça ressemble à ça. Donc là, CookieYes est en place. Et c'est lent. Donc, ici, je suis capable de voir. Donc, vous voyez à gauche, ça, c'est des événements liés à Tag Manager. Mais si je regarde ici, en fait, il y a un onglet ici, Consent, qui me permet de voir les statuts que l'utilisateur ont donnés. Donc là, c'est Denied. Et on voit que c'est Denied tout le long, là, ici. Ça n'a pas été mis à jour. Sauf celui-là. Je suis pas trop sûr de pourquoi. Cependant, j'ai déclenché ma balise GA4 ici. Pourquoi? Parce que j'utilise le mode avancé. C'est-à-dire que je déclenche ma balise, que l'utilisateur ait donné son consentement ou pas. Sauf que GA4, là, je l'ai paramétré pour qu'il sache que la personne n'a pas donné son consentement. C'est-à-dire que juste des données, encore une fois, minimales vont être envoyées et complètement anonymisées. Donc, il n'y aura pas de données aussi précises. Si je donne mon consentement, donc ça ressemble à ça, je fais accepter tout. Donc le mode de consentement va faire en sorte que, vous voyez, ça a été accepté. Là, j'ai tout accepté en passant. Donc, mais j'aurais pu choisir les différentes catégories. Si je passe sur une autre page, vous allez voir que, alors il y a un truc particulier avec CookieYes qui est pas unique à CookieYes, mais que je vois souvent avec des CMP, c'est que au chargement initial de la page, c'est toujours à Denied. Vous voyez ici, et puis c'est mis à jour un petit peu plus tard. Je crois que c'est mis à jour ici. Voilà. Vous voyez, c'est mis à jour ici.
Mais ça n'a pas tant d'importance parce que la bannière a été, enfin l'outil a été paramétré pour écouter un changement si c'est nécessaire par la suite, et c'est pas un problème dans la documentation Google, il est dit que c'est pas un problème. Alors comment est-ce qu'on installe ça? En fait, on a une balise ici. En fait, CookieS a une balise qu'on peut installer. Donc cette balise là, je l'ai paramétrée pour qu'elle, par défaut, elle donne tout à disabled. Vous voyez ici les différents statuts. Je la déclenche au tout début du chargement de la page. Il y a une étape que Google a rajoutée il y a en 2020, je crois, qui est Consent Initialization, qui devrait arriver avant toute chose, en fait, ici. Donc, la balise est déclenchée là. Et c'est cette balise-là qui va créer ça, en fait. Cette balise-là va créer ce statut ici. Et cette balise-là, elle est connectée. C'est ce qui permet d'installer aussi la bannière. C'est ça qui va installer la bannière sur votre site. Donc, une fois que vous l'avez ajoutée sur votre site via Tag Manager, ça va ajouter la bannière ici. Et quand il y a une interaction, la bannière reçoit, la balise reçoit l'information et va mettre à jour les statuts ici. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, je rentrerai un petit peu plus dans le détail dans la formation avancée. C'est quelque chose qui est nouveau puisque dans la formation avancée, je n'en parlais pas avant, mais j'ai décidé de le rajouter parce que je trouve que c'est un cas intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions additionnelles par rapport à tout ce qu'on a vu? Non? Pas de questions? Ça veut dire que tout est clair? Oui, c'est un peu complexe, mais le truc, c'est que selon moi, la clé, c'est les CMP. C'est-à-dire que quand on choisit une CMP, donc une solution une plateforme de gestion de consentement, il suffit juste de suivre les indications de la CMP. Et en passant, vous n'êtes pas obligé nécessairement de passer via Tag Manager. Vous pouvez aussi l'installer. J'ai une cliente là où on a installé CookieS à même le code source. On n'est pas passé via Tag Manager. Donc ça peut être. Vous pouvez aussi installer des CMP sans Tag Manager. Moi, je trouve que c'est plus intéressant avec Tag Manager parce que avec Tag Manager, on peut gérer vraiment chaque balise nous-mêmes et quel type de consentement l'utilisateur doit vraiment donner. On peut le tester plus efficacement, etc. Donc je trouve que et puis on a une certaine autonomie, quoi. Voilà, c'est un des intérêts de Tag Manager. Parfait. Oui, Laurence, tu pourras tester. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran, Augustin? Voilà, ouais. Parfait. Donc, c'était la dernière question. Alors, un gros merci, Augustin. C'était toujours très intéressant. Donc, comme disait Augustin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire donc aux prochaines formations. Il y a Google Analytics et Google Tag Manager qui arrivent en juin. Vous aurez tout ça dans le courriel que vous allez recevoir sous peu. On vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Nous, on se donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles conférences. La prochaine, ça sera le 13 septembre où il sera question de contenu pour les médias sociaux. Donc, un gros merci et en attendant, je vous souhaite de passer un bel été. À bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye.